Journal que nous allons démarrer par le tour d'horizon de l'actualité économique en Afrique. C'est une présentation de Génial Afouda. La communauté économique des États de l'Afrique centrale est menacée de fermeture. À l'origine de cette situation, l'amenuisement des finances de l'institution dû au non-versement des contributions et au non-respect des engagements des différents États membres à liquider leurs arriérés. Cet état de choses pourrait entraîner, si rien n'est fait, l'arrêt total ou partiel des projets et programmes de l'institution, voire sa fermeture pure et simple. Le constructeur automobile américain Ford ouvrira bientôt une usine d'assemblage de son modèle de pick-up Ford Ranger au Nigeria. L'usine en question devrait avoir une capacité de 5000 unités par an. Notons qu'au Nigeria, le groupe américain écoule environ 4000 véhicules neufs par an, dont environ 60% de pick-up Ford Ranger. Ce qui fait du Nigeria un marché prioritaire pour le groupe Ford en Afrique subsaharienne. En Algérie, le gouvernement a procédé au lancement d'une amnistie fiscale visant à intégrer dans la sphère bancaire les fonds qui circulent dans le secteur informel. Les sommes déposées dans ce cadre auprès des banques feront l'objet d'une taxation forfaitaire libératoire au taux de 7%. Selon les analystes, le manque à gagner lié à la fraude fiscale en Algérie s'élève à 4 milliards de dollars par an. Le Mozambique a augmenté le prix de référence du sucre importé. L'objectif est de protéger l'industrie locale de l'entrée sur le territoire de la production des pays voisins. La tonne de sucre brun passera à 806 $ contre 385 $ actuellement, tandis que le prix de la tonne de sucre raffiné ira de 450 $ à 932 $. Notons que les prix pratiqués jusque-là avaient été fixés en 2001 et n'ont pas suivi l'évolution des tendances mondiales dans ce secteur. Direction maintenant la Centrafrique, où nombreux sont ces jeunes qui s'adonnent à la vente des articles de seconde main, un moyen pour eux de subvenir à leurs besoins quotidiens à défaut d'avoir un emploi, en dehors du fait que la friperie nourrit son homme, eh bien, elle présente beaucoup d'avantages pour les acheteurs. C'est un constat sur place à Bangui de notre correspondant Hubert-Marie Diamani. Ces 2 dernières années, avec la forte baisse du pouvoir d'achat, le secteur informel ne cesse de se développer. Une situation qui profite largement au marché de la friperie vers lequel se tournent aujourd'hui de nombreux Centrafricains. C'est grâce à cette activité que je gagne ma vie. Quand je rentre à la maison, je donne une partie des recettes à ma mère. Je garde le reste pour mes besoins personnels. Les points de vente ont poussé comme des champignons dans tous les arrondissements de la ville de Bangui. Les marchands proposent différents articles. Les clients n'ont que l'embarras du choix. Parce que tu sais que j'ai l'habitude d'acheter les friperies, c'est de meilleure qualité. J'imagine qu'on pourrait acheter des bonnes chaussures en ville, mais ce n'est pas l'original. L'intérêt de la clientèle pour la friperie n'est pas seulement guidé par le prix. J'aime les vêtements de seconde main parce que les modèles sont souvent originaux. Lorsque j'achète un article dans un rayon de friperie, il est rarissime de trouver le même modèle dans toute la ville. Le marché de la friperie est un important théâtre monétaire. Pour de nombreux jeunes sans qualification professionnelle, la vente des articles de seconde main est une source substantielle de revenus. Quand les affaires marchent bien, les recettes peuvent atteindre 5 ou 7 000 francs au quotidien. J'utilise une partie pour mes besoins personnels, j'épargne le reste. À Bangui, la vente des vêtements de seconde main est devenue un phénomène de société qui attire de plus en plus de jeunes et d'adultes.
La Banque centrale chinoise a baissé de nouveau ce mercredi le taux de référence du yuan face au dollar. C'est la deuxième fois en 2 jours que l'on assiste à un tel abaissement qui accentue de facto la dévaluation de cette monnaie. De l'avis général, cette décision est destinée à enrayer le ralentissement de l'activité économique du géant asiatique en relançant par la même occasion son commerce extérieur en difficulté. Suivons à ce propos l'analyste financier Francis Loun. Le taux de change du yuan a rendu les exportations chinoises non compétitives. C'est pourquoi la Chine a décidé de dévaluer la devise. Si la Chine dévalue le yuan, je pense que les autres pays vont dévaluer leur monnaie pour rester compétitifs. Peut-être que le yen japonais descendra à 130 yens pour $1. Les salaires en Chine sont 5 fois plus élevés qu'au Bangladesh, au Vietnam ou en Indonésie. Donc le yuan n'est en aucun cas sous-évalué. Et en fait, avec les dévaluations des monnaies du sud-est asiatique, le yuan est même surévalué. Les données macroéconomiques ne sont pas bonnes du tout. Elles montrent que l'économie chinoise ralentit. L'espoir, c'est que les exportations seront secouées ou boostées par la dévaluation. En Espagne, le cava ou vin mousseux catalan s'exporte de mieux en mieux dans le monde entier. Il est même plus prisé que le champagne si l'on considère le nombre de bouteilles vendues. L'ambition des producteurs est maintenant de conquérir de nouveaux marchés grâce à des cuvées de prestige. À moins d'1 heure de route de Barcelone, les vignobles du Penedès. C'est dans cette vallée qu'est produit le cava, le vin mousseux catalan. Un mousseux qui s'exporte très bien, 154 millions de bouteilles vendues dans le monde en 2014. C'est 10 millions de plus que le champagne, nettement plus cher dans le commerce. Les fines bulles espagnoles veulent maintenant prouver qu'elles n'ont rien à envier à leur prestigieuse cousine française. Le cava a toujours été un produit de milieu de gamme jusqu'à il y a quelques années. Il n'a pas conforté sa position dans le haut de gamme. Mais les produits, nous les avons. C'est une question de temps et d'investissement comme toujours, de marketing et de mise en scène. Repartir à la conquête du monde grâce à des cuvées de prestige et aux bouche à oreille. Cette petite exploitation familiale ne produit que des cavas réserves et grandes réserves, 30 000 bouteilles par an dont 20% sont exportées. 20 € environ la bouteille, c'est 3 fois moins qu'un champagne comparable. Et une cible commerciale toute trouvée, les millions de touristes qui viennent chaque année en Catalogne. Les visiteurs sont notre meilleur atout. Nous les recevons bien. Ils rentrent chez eux et parlent à leurs amis de nos produits, de notre accueil. Ils disent que ça vaut la peine. Et même si le résultat n'est pas immédiat, il est plus durable. Les marchés les plus prometteurs, les pays émergents et l'Asie, notamment le Japon, deuxième acheteur de cava haut de gamme après la Belgique. Le Japon, principal client des caves Rossel. Elles y exportent la moitié de leur production annuelle de 300 000 bouteilles. Ce sont essentiellement des cuvées jeunes, la marge de progression est donc encore importante. Je crois qu'à l'international, même si parfois on pense que c'est l'inverse, vraiment l'image du cava évolue aussi vers un produit de qualité. Et donc il faut suivre cette voie, chercher des produits de qualité et viser des marchés de qualité pour ces produits. En 2014, les cuvées réserves et grandes réserves n'ont représenté que 12% des ventes de cava. Les producteurs espèrent voir cette proportion grimper à 40 voire 50% en 10 ans. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. On se retrouve dans un instant pour la suite. La suite du journal de l'économie, nous allons retrouver Casimir Pédio du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou, Bénin. Bonjour Casimir. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de la sécurité sociale au Bénin. Cette sécurité sociale qui a accumulé une recette totale de 85,7 milliards de francs CFA en 2014. Alors, j'ai envie de vous demander si les fonctionnaires admis à faire valoir le droit à la retraite au Bénin se portent si bien que ça.
Il faut dire que depuis 2012, les fonctionnaires béninois admis à la retraite commencent par se porter de mieux en mieux, en ce sens qu'aujourd'hui, les employeurs surtout ont commencé par comprendre la nécessité de déclarer leurs employés au CNSS, à savoir la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, c'est à l'actif tant de l'État et surtout du patronat qui œuvrent aujourd'hui inlassablement pour que les employeurs puissent déclarer leur personnel. Et vous l'avez si bien dit, en 2012, par exemple, nous étions au Bénin à environ 219 419 employés, alors qu'en 2014, nous avons 239 708. C'est une augmentation de l'ordre de 9,02%. Ceci témoigne de la sensibilisation du travail que le patronat est en train aujourd'hui de jouer au Bénin pour quand même permettre aux fonctionnaires de pouvoir jouir d'un certain nombre d'avantages liés à 30 ans de carrière qui quand même n'est pas facile. Donc, mais avoir une augmentation du nombre d'employés ne veut pas forcément dire que les retraités sont à l'aise dans le pays. Oui, autrefois, les retraités, du moins le fonctionnaire n'était pas déclaré à la caisse, ce qui fait que durant sa retraite, il n'avait pas de compte. Il est laissé pour compte. Et tout ça dénote sur la conjoncture, dénote sur la misère que le pays vit. Alors, lorsque le patron commence par comprendre, jouer son rôle, à savoir déclarer son personnel et payer sa cotisation, forcément, c'est que le travailleur se porte mieux. Et je crois que les réformes engagées par le patronat s'inscrivent dans ce sens. Il y a aussi la Caisse nationale de sécurité qui a de plus en plus compris la nécessité aujourd'hui de donner un mieux-être aux retraités au Bénin. Bon, ben, on n'a qu'à féliciter cela. Justement, entre 2012 et 2014, cette Caisse nationale de sécurité sociale a enregistré une hausse de ses recettes de 20 289 000 francs CFA. Quelles sont les raisons de cette performance? C'est déjà ce que je tentais tantôt d'expliquer. C'est les réformes engagées par le patronat qui ont abouti à cela. Et de plus en plus, le patron est en train de rentrer dans ses droits parce que lorsqu'il paie ses droits, forcément, il doit pouvoir bénéficier des avantages. Donc, lorsqu'il a ces avantages, le patron est obligé de déclarer ses employés. Il y a aussi que l'État, aujourd'hui, a compris que ce n'est plus lui qui est le garant du bonheur social et qu'il va falloir qu'il fasse beaucoup plus confiance au secteur privé qui est pourvoyeur de recettes pour le travailleur, pour le Béninois de façon globale. Donc, l'État est en train de tendre la main forcément à la Caisse nationale et aussi au patronat pour qu'ensemble ils puissent conjurer le spectre de la misère du travailleur au Bénin. Donc, c'est à leur actif et puis aujourd'hui, ça se porte bien. Et la Caisse nationale de sécurité sociale annonce d'autres réformes pour davantage mobiliser les recettes dans les années à venir. C'est bien ça. Et puis, certainement au cours de la semaine, nous y reviendrons parce que c'est beaucoup de réformes qui aujourd'hui pourront permettre aux Béninois quand même d'être mieux payés que dans la sous-région, au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO. Ceci permettra à l'économie de davantage mieux se porter. Donc voilà, le patronat, la Caisse nationale de sécurité œuvre et l'État ensemble œuvrent pour le mieux-être des travailleurs. Merci beaucoup, Kazmi Pédios. Ce sera tout pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous demain. Bien sûr. Avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. On se retrouve demain pour une nouvelle édition avec le même plaisir.